L'an 408 de l'Incarnation. Ravenne, la cité nichée dans les bras des marais de l'Adriatique, ultime et imprenable citadelle de l'Empire romain d'Occident. Un brouillard matinal, froid et humide, s'accrochait tel un linceul aux mosaïques dorées des basiliques et aux murs silencieux du palais impérial. L'air était électrisé par la peur et la trahison. Quelques heures plus tôt, dans la ville voisine de Ticinum, les légions fidèles à l'empereur s'étaient mutinées, et le sang des plus hauts dignitaires de l'Empire avait souillé la terre. Ce n'était pas une explosion de colère spontanée, c'était un massacre, soigneusement planifié et impitoyablement exécuté, et maintenant, les assassins venaient chercher leur cible principale. Dans une petite église, cherchant refuge auprès de l'autel, se trouvait l'homme qui, pendant 13 ans, avait été le dirigeant de fête de l'Occident. Il était le pilier qui soutenait sur ses épaules l'édifice chancelant de l'Empire. Il était le marteau qui avait écrasé d'innombrables hordes de barbares. Il était le bouclier derrière lequel se cachait un empereur faible et insignifiant. Son nom était Flavius Stilicho. Mi-Vandale par le sang, romain par l'esprit, il était le plus grand général de son époque. Mais en ce jour funeste d'août, ni sa gloire, ni ses victoires, ni sa parenté avec la famille impériale n'avaient d'importance. Les guerriers qu'il avait autrefois menés à la victoire encerclaient l'église. L'évêque de Ravenne, invoquant la sainteté du lieu, refusait de le livrer. Mais un fonctionnaire impérial arriva et lut un décret. Ce n'était pas une condamnation à mort, mais seulement un ordre d'arrestation. Et lui, Stilicone, sachant que c'était un mensonge, sachant ce qui l'attendait, interdit à ses derniers fidèles compagnons de dégainer leurs épées. Il ne voulait pas qu'une seule goutte de sang romain de plus soit versée dans un massacre fratricide. Il sortit de l'église au-devant de son destin. À peine eut-il franchi le seuil qu'un second et véritable décret lui fut lu. Celui de son exécution pour haute trahison. Il ne broncha pas. Il présenta son cou à l'épée du bourreau avec le même calme stoïque avec lequel il avait affronté sur le champ de bataille des milliers de lances ennemies. Comment cet homme, un étranger, un barbare, a-t-il pu s'élever au plus haut sommet du pouvoir dans l'empire le plus xénophobe du monde? Comment a-t-il réussi pendant une quinzaine d'années à contenir presque seul l'assaut des tribus germaniques qui déferlaient sur Rome de toutes parts? Et pourquoi lui, le sauveur de l'Italie, le vainqueur des Goths et des Vandales, fut-il trahi et tué par ceux-là même qu'il protégeait? Son histoire n'est pas simplement la biographie d'un grand général, c'est l'histoire du déclin d'une grande civilisation. C'est une saga de loyauté et de trahison, de choc des mondes, d'un homme qui se tenait à la fracture des époques, tentant d'empêcher le monde de sombrer dans l'abîme. C'est l'histoire du dernier véritable Romain, dans les veines duquel ne coulait pas une seule goutte de sang romain. Avant de commencer le récit de la vie de notre héros, il est nécessaire de nous immerger dans le monde qui l'a engendré. L'Empire romain de la fin du IVe siècle était un colosse, mais un colosse aux pieds d'argile, rongé de l'intérieur par des crises profondes. Ce n'était plus l'empire éclatant d'Auguste ou de Trajan, avec sa foi illimitée en sa propre grandeur et sa destinée divine. C'était un monde las, anxieux, au seuil des âges sombres. La façade majestueuse dissimulait de profondes fissures, prêtes à tout moment à se transformer en gouffre. Politiquement, l'empire n'était plus unifié depuis longtemps. Les réformes de Dioclétien à la fin du IIIe siècle, qui avait instauré la tétrarchie, c'est-à-dire le règne de 4 empereurs, l'avaient de fait divisé en une partie occidentale et une partie orientale. Bien que formellement il fût encore considéré comme un État unique, en pratique, c'étaient 2 mondes distincts, avec des capitales différentes. Rome et Mediolanum à l'ouest, Constantinople à l'est, des cours différentes, une économie différente et des intérêts de plus en plus divergents. L'aliénation entre les 2 moitiés de l'Empire grandissait, se transformant en méfiance et en hostilité ouverte.
La cour de Constantinople, de langue grecque avec son cérémonial complexe emprunté à l'Orient, regardait de haut l'Occident latinophone et provincial, le considérant comme arriéré et pauvre. Et l'aristocratie occidentale se méfiait des Grecs efféminés d'Orient, de leurs intrigues complexes et de leurs querelles théologiques. Ce fossé deviendra l'un des principaux leitmotifs de l'époque de Stilicone, et lui-même, en tentant de jeter des ponts, finira écrasé par les décombres de ces mondes en ruine. L'économie était dans un état de crise permanente. Les guerres civiles incessantes du IIIe siècle, la pression constante des barbares aux frontières et un appareil bureaucratique démesurément gonflé exigeaient des dépenses énormes. Les impôts étaient devenus insupportables. Les villes, autrefois centres de civilisation et de commerce, se vidaient. Leurs conseils municipaux, les curies, portaient une responsabilité collective pour la perception des impôts. Cette obligation était devenue si ruineuse que les décurions, membres des conseils, fuyaient en masse, abandonnant leurs biens. Les paysans, incapables de payer les impôts, abandonnaient leurs terres et devenaient des brigands, ou cherchaient la protection de grands propriétaires terriens, se transformant en colons dépendants, précurseurs des serfs médiévaux. Dans certaines provinces, en particulier en Gaule et en Hispanie, la désintégration sociale était telle qu'un mouvement de bagaudes apparut. Composé de paysans désespérés, d'esclaves et de déserteurs, qui se regroupaient en bandes armées et menaient une véritable guerre contre l'État, ses collecteurs d'impôts et ses propriétaires terriens. Pour eux, l'ordre romain était devenu synonyme de pillage et d'oppression, et ils lui préféraient l'anarchie et le brigandage. C'était un symptôme sinistre, car l'Empire se dévorait de l'intérieur. Les sénateurs les plus riches vivaient dans des villas luxueuses et fortifiées, transformées en exploitations autarciques qui produisaient tout le nécessaire pour elles-mêmes et se souciaient peu du sort de l'État. Le fossé entre une poignée de magnats richissimes et la masse misérable de la population était énorme. Mais le défi le plus important était l'armée. La machine de guerre romaine, qui avait autrefois conquis le monde, était méconnaissable. L'époque où les légions étaient composées de citoyens fermiers combattant pour leurs terres était révolue. Désormais, le service militaire était extrêmement impopulaire parmi les Romains. Les fils de sénateurs et de riches se rachetaient, et les simples citoyens préféraient se mutiler en se coupant le pouce de la main droite pour ne pas être aptes au service. Dans ces conditions, l'Empire était contraint de compter de plus en plus sur les barbares. Germains, Goths, Francs, Alains entraient au service de Rome par tribus entières. On les appelait des fédérés. Ils combattaient sous le commandement de leurs propres chefs, conservaient leurs coutumes et leurs armes, et recevaient en échange de leurs services des terres pour s'installer à l'intérieur de l'Empire. C'était un pacte avec le diable. D'une part, les barbares étaient d'excellents guerriers, et sans eux, la défense des frontières étendues sur des milliers de kilomètres était désormais impensable. D'autre part, c'était la barbarisation de l'armée. L'image uniforme et redoutable du légionnaire en armure segmentée et avec un bouclier rectangulaire avait disparu. L'armée romaine était désormais un ramassis hétéroclite de guerriers en cotte de mailles, ambrés, en peau de bête, armés de longues épées, de lances et de haches de jet. La tactique avait également changé, l'accent passant de l'infanterie disciplinée à la cavalerie de choc lourde. Le simple citadin romain regardait avec anxiété et dégoût les détachements de guerriers chevelus et barbus qui parlaient une langue gutturale et étaient cantonnés dans sa ville. Ces hommes étaient ses protecteurs, mais ils restaient pour lui des étrangers effrayants. Cela créait une tension constante, un baril de poudre prêt à exploser à tout moment. Ce mélange de dépendance et de xénophobie sera fatal à de nombreux généraux barbares au service de Rome, et en premier lieu à Stilicone. Enfin, c'était une époque de grands changements spirituels. Le christianisme, autrefois une secte persécutée, était devenu, sous l'empereur Constantin au début du IVe siècle, la religion d'État. Mais il n'était pas unifié.
L'Empire était déchiré par d'âpres controverses théologiques, principalement entre les partisans du credo de Nicée, c'est-à-dire les orthodoxes catholiques, et les ariens, qui nient la divinité du Christ. L'arianisme était particulièrement populaire parmi les tribus germaniques. Ce schisme religieux coïncidait souvent avec une division politique. En même temps, l'ancien paganisme, bien que perdant du terrain, était encore fort, surtout dans les cercles de la vieille aristocratie sénatoriale de Rome, qui voyait dans les anciens dieux le symbole de la grandeur passée. C'est dans ce monde complexe, contradictoire, déchiré par les conflits, qu'entre en scène l'homme destiné à en devenir le dernier grand défenseur. Et le point de départ de son ascension, comme de tout le drame de la fin du IVe siècle, fut un événement catastrophique qui changea à jamais l'équilibre des forces entre Rome et le monde barbare. Cet événement fut la bataille d'Andrinople, le 9 août 378, non loin de la ville d'Andrinople en Thrace, qui est aujourd'hui la ville turque d'Édirne. L'armée romaine, sous le commandement de l'empereur Valens lui-même, affronta l'armée des Goths révoltés. Les Goths, fuyant l'invasion des Huns, avaient été admis à l'intérieur de l'Empire, mais des fonctionnaires romains corrompus les avaient affamés et vendus en esclavage, provoquant une révolte massive. Valens, suffisant et ne voulant pas partager la gloire avec son neveu, l'empereur d'Occident Gratien, qui se hâtait à son secours, lança ses légions épuisées par la chaleur et une longue marche à l'attaque. Le résultat fut une déroute complète. La cavalerie lourde goth, revenant soudainement d'un fourrage, frappa les Romains sur le flanc et à l'arrière. 2/3 de l'armée romaine furent anéantis. Des milliers des meilleurs soldats et officiers restèrent sur le champ de bataille. L'empereur Valens lui-même périt. Selon une version, blessé, il se réfugia dans une cabane de paysans, que les Goths encerclèrent d'incendiaires, ne sachant pas qui se trouvait à l'intérieur. Son corps ne fut jamais retrouvé. Andrinople fut pour Rome un choc comparable à la défaite de Cannes face à Hannibal. Ce n'est pas seulement une armée qui s'effondra, mais le mythe de l'invincibilité romaine. L'idée même qu'un empereur, loin du Seigneur, pût être si ignominieusement anéanti par des sauvages était impensable, et sapait les fondements de l'ordre mondial aux yeux des Romains. Les frontières du Danube furent balayées. Les Goths pillèrent et dévastèrent sans entrave les provinces balkaniques. L'Empire était au bord de l'abîme. Pour le sauver, il fallait un nouveau chef, un homme à la volonté de fer et aux capacités exceptionnelles. Et un tel homme se trouva. Il s'appelait Théodose. Tandis que le grand empire se remettait de la catastrophe d'Andrinople et que le nouvel empereur Théodose, par des efforts titanesques, reconstituait l'armée et tentait de pacifier les Goths, un jeune officier, dont l'origine semblait lui fermer à jamais la voie vers les plus hautes charges, commençait son ascension vers les sommets du pouvoir. Flavius Stilicho naquit vers l'an 365. Son lieu de naissance est inconnu, mais nous savons l'essentiel. Son père était un Vandale, servant comme officier dans la cavalerie de l'empereur Valens, et sa mère était une Romaine de province. Cela faisait de lui un métis, un homme de deux mondes. Pour nous, aujourd'hui, cela peut sembler peu important, mais pour la société romaine de l'époque, c'était une tare. Les Vandales étaient une tribu germanique que les Romains considéraient comme sauvage et non civilisée. Bien que le père de Stilicone ait atteint le grade d'officier, cela n'annulait pas le fait que du sang barbare coulait dans les veines de son fils. Et toute sa vie, Stilicone devra lutter contre ce préjugé. D'une part, son origine germanique l'aidait peut-être à mieux comprendre la mentalité des guerriers barbares, qui constituait l'ossature de son armée. D'autre part, ses ennemis au Sénat et à la cour impériale ne manquèrent jamais une occasion de lui rappeler qu'il était un étranger. Malgré cela, sa carrière fut brillante dès le début. Il se révéla un guerrier courageux et un commandant talentueux. Le poète Claudien, son panégyriste de cour, le décrit comme un homme grand, blond, beau,
doté d'une force physique et d'une endurance énormes. Mais, contrairement à beaucoup de ses compatriotes, il était également intelligent, mesuré et possédait un tact diplomatique inné. Il n'était pas un simple barbare ayant adopté les manières romaines. Il avait profondément assimilé la culture romaine, la Romanitas. Il était un amateur de littérature classique, un mécène des poètes et respectait profondément les traditions juridiques et administratives de Rome. Toute sa vie, il essaiera de prouver qu'on peut être vandale de naissance, mais romain d'esprit et de loyauté. Cette conviction intime fut la source de sa force et, en fin de compte, de sa tragique vulnérabilité. Ces qualités attirèrent sur lui l'attention du nouvel empereur, Théodose Fier, entré dans l'histoire sous le surnom de Le Grand. Théodose était un souverain exceptionnel. D'origine hispanique, il était étranger aux intrigues de la capitale et appréciait chez les hommes avant tout la compétence et la loyauté plutôt que la noblesse de naissance. Il décela dans le jeune Stilicon non pas un simple officier capable, mais un homme sur qui l'on pouvait compter. Stilicon entra rapidement dans le cercle restreint de l'empereur, devenant l'un de ses hommes de confiance. Sa première épreuve sérieuse ne fut pas la guerre, mais la diplomatie. En 383, Théodose envoya Stilicon, âgé de 20 ans, en mission de la plus haute importance à Ctésiphone, la capitale de l'ennemi héréditaire de Rome, la Perse sassanide. Le but de l'ambassade était de régler le vieux différend au sujet de l'Arménie, qui était une pomme de discorde entre les deux empires. Le jeune officier s'acquitta brillamment de sa tâche. Il mena des négociations avec le Shah perse Shapurdri et conclut un traité avantageux pour Rome sur le partage de l'Arménie. Ce triomphe diplomatique démontra que Stilicon n'était pas un simple sabreur, mais un fin politique. Sa réputation à la cour monta en flèche. À son retour de Perse, Théodose le récompensa comme il n'avait encore jamais récompensé un général d'origine barbare. Il ne se contenta pas de le combler d'honneurs et de charges, il l'introduisit dans sa propre famille. Vers l'an 384, Stilicon épousa la nièce bien-aimée et fille adoptive de l'empereur, Aelia Flavia Serena. Ce mariage fut un événement incroyable, une véritable sensation. Serena n'était pas une simple aristocrate, elle était la fille du frère aîné de Théodose. Après la mort de son père, elle avait été élevée à la maison de l'empereur comme sa propre fille. C'était une princesse du sang, l'une des plus belles parties de l'Empire, et Théodose la donna en mariage à un demi-vandale. Ce geste était une démonstration d'une confiance et d'une faveur illimitée. Stilicon passait du statut de simple général à celui de membre de la dynastie impériale. Ses futurs enfants deviendraient les cousins germains des héritiers du trône. Ce mariage lui donnait une légitimité qu'il n'avait jamais eue de naissance. Serena se révéla une épouse digne de son mari. Belle, intelligente, instruite, elle ne fut pas seulement une épouse aimante et la mère de 3 enfants, un fils, Euchérius, et 2 filles, Maria et Termentia, mais aussi une fidèle alliée dans sa lutte politique. Elle deviendra son soutien à la cour, sa principale défenseur contre les intrigues et les calomnies. Chrétienne zélée, elle participait activement à la politique religieuse de la cour. L'historien Zosime rapporte une histoire selon laquelle un jour, dans le temple de Vesta, Serena, voulant humilier l'ancienne foi, retira un précieux collier de la statue de la déesse et se le mit au cou. La dernière Vestale, témoin de ce sacrilège, maudit Serena et toute sa famille. Pour l'aristocratie païenne de Rome, cet acte devint le symbole du mépris barbare pour leurs traditions, et ils ne le lui pardonnèrent pas. Leur union avec Stilicon, qui avait commencé comme une manœuvre politique, se transforma selon tous les témoignages en une affection profonde et durable. Après son mariage, la carrière de Stilicon connut une ascension fulgurante. Il obtint les plus hautes charges militaires, devenant d'abord commandant de la garde impériale, puis maître de la milice, c'est-à-dire commandant en chef de toutes les armées de l'Empire. Il accompagna Théodose dans toutes ses campagnes,
tant dans la lutte contre l'usurpateur Magnus Maximus en Occident que dans la répression de la révolte de Thessalonique. Le sommet de sa carrière sous Théodose fut la bataille de la rivière Frigidus en 394. La partie occidentale de l'Empire s'était de nouveau révoltée. Le général Frank Arbogast, ayant assassiné le jeune empereur Valentinien II, plaça sur le trône son protégé, le rhéteur païen Eugène. Cette rébellion n'était pas une simple usurpation. C'était la dernière tentative de l'aristocratie païenne de Rome de prendre sa revanche sur le christianisme. L'armée de l'usurpateur marchait sous des étendards à l'effigie d'Hercule. Théodose, chrétien zélé, leur déclara une guerre sainte. Dans la bataille décisive de 2 jours, Stylicone commandait l'avant-garde de l'armée de Théodose, composée principalement de fédérés barbares. Parmi eux se trouvaient 20 000 Goths sous le commandement de leur chef Alaric, ce même Alaric, et c'est là que nous voyons pour la première fois à l'œuvre la tactique fatale de Théodose et de Stylicone. Le premier jour de la bataille, le plus sanglant, ce sont précisément les fédérés goths qui furent lancés à l'attaque. Ils subirent des pertes monstrueuses, jusqu'à la moitié de leurs effectifs selon certaines sources. C'était une stratégie cynique et pragmatique. Affaiblir des alliés potentiellement dangereux en les utilisant comme chair à canon. Alaric et ses Goths remplirent leur devoir, payant de leur sang la victoire de Théodose. Ce fut une leçon sanglante que le chef goth n'oubliera pas. Le deuxième jour, grâce au génie tactique de Stylicone et à un vent violent qui se leva soudainement, que les chrétiens considérèrent comme une intervention divine, l'armée de l'usurpateur fut complètement écrasée. Eugène fut capturé et exécuté. Arbogast se suicida. L'Empire fut de nouveau unifié sous l'autorité d'un seul empereur, Théodose le Grand, et son bras droit, son principal général était Flavius Stilicho. Mais le triomphe fut de courte durée. Quelques mois après la victoire, en janvier 395, à Mediolanum, Théodose le Grand, le dernier empereur à avoir régné sur un empire romain unifié, décéda. Sur son lit de mort, il accomplit un acte qui détermina toute l'histoire ultérieure et devint à la fois le plus grand des dons et une malédiction pour Stylicone. Il le nomma tuteur de ses 2 jeunes fils, Arcadius, âgé de 18 ans, qui recevait l'Orient, et Honorius, âgé de 10 ans, qui héritait de l'Occident. Honorius, comme son frère Arcadius, était le produit d'une nouvelle doctrine du pouvoir impérial. L'empereur n'était plus le premier parmi ses pairs. Il était devenu une figure sacrée, inaccessible, un dieu vivant sur terre, séparé du monde par des rituels complexes et les murs du palais. Honorius avait appris dès l'enfance que sa parole était loi et sa personne sacrée. Il n'avait jamais vu de véritable bataille, n'avait jamais communiqué avec de simples soldats, n'avait jamais été confronté à la dure réalité de l'administration des provinces. Son monde se limitait aux salles dorées de Ravenne, où la seule réalité était les dénonciations, la flatterie et les complots de cour. Dans cet environnement hermétique, la figure puissante et active de Stylicone, son beau-père, qui était constamment en déplacement, commandait des armées et prenait des décisions réelles, ne pouvait que susciter en lui un mélange d'admiration enfantine, de peur et de jalousie latente. Il n'était qu'une ombre à côté de ce géant, et des conspirateurs comme Olympius jouèrent brillamment sur son désir de sortir enfin de cette ombre et de devenir un véritable empereur, sans comprendre qu'en agissant ainsi, il sciait la branche sur laquelle il était assis. La mort de Théodose marqua une ligne de partage. Le testament par lequel il divisait l'Empire entre ses fils n'était pas une simple décision administrative. Il devint une rupture définitive, irréversible. À partir de ce moment, l'Occident et l'Orient suivront chacun leur propre chemin, et ces chemins divergeront de plus en plus. Et au centre de cette scission, dès les premiers jours, se trouva la figure de Stylicone. Théodose, en mourant, avait confié à Stylicone le soin de ses 2 fils. Pour Stylicone, cela signifiait une chose. Il était le régent de tout l'Empire, tant occidental qu'oriental,
Il était le commandant en chef suprême, à l'autorité duquel tous devaient se soumettre. Mais à Constantinople, on ne voyait pas les choses ainsi. Il y avait déjà son propre dirigeant, sa propre figure de l'ombre qui tenait tous les fils du pouvoir. Il s'appelait Flavius Rufinus. Rufin était tout le contraire de Stylicon. Gaulois d'origine, il avait fait une carrière fulgurante en tant que fonctionnaire civil. Il était préfet du prétoire d'Orient, de fait le deuxième homme de l'État après l'empereur. Contrairement au guerrier Stylicon, Rufin était un maître des intrigues, un homme avide, cruel et incroyablement ambitieux. Il haïssait Stylicon, y voyant son principal rival. Il tenait sous son contrôle total le jeune et faible empereur Arcadius et n'avait pas l'intention de partager le pouvoir avec un quelconque parvenu barbare. Immédiatement après la mort de Théodose, une guerre froide commença entre les deux cours, celle de Médiolanum et celle de Constantinople. Et aussitôt, un prétexte pour une guerre chaude apparut. Les Goths. Ces mêmes Goths que Théodose avait si difficilement pacifiés et installés comme fédérés dans les Balkans se révoltèrent de nouveau. Après la mort de leur grand protecteur, ils se sentirent libérés de tous leurs serments. Leur nouveau chef fut élu Alaric, l'homme destiné à devenir la malédiction et l'ombre éternelle de Stylicon. Alaric, élu roi sur le bouclier par ses guerriers, était un produit de la nouvelle ère. Il n'était pas un sauvage des forêts de Germanie. Il avait grandi au sein de l'Empire, servi dans son armée, combattu aux côtés des légions. Il avait vu la grandeur de Rome, mais aussi sa faiblesse. Il comprenait la politique romaine, connaissait le prix de l'or et des titres officiels. Son but n'était pas une guerre totale d'anéantissement, mais l'intégration de son peuple dans la structure impériale à des conditions avantageuses. Il ne voulait pas détruire Rome, mais en faire partie, obtenir pour les Wisigoths des terres, le statut de fédéré et pour lui-même un haut poste militaire. Sa révolte n'était pas un raid barbare, mais, en substance, un chantage politique armé, une méthode que les Romains lui avaient eux-mêmes enseignée. L'armée de l'Empire d'Orient était impuissante. Toutes ses meilleures unités se trouvaient en Italie, au sein de cette même armée unifiée avec laquelle Théodose avait écrasé Eugène. Rufin se retrouva piégé. Il fut contraint de demander l'aide de Stylicon. Pour Stylicon, c'était une chance. Une chance non seulement d'écraser Alaric, mais aussi d'affirmer son autorité sur l'Orient. Il annonça qu'il menait l'armée unifiée des deux empires en Orient, pour ramener les légions orientales chez elles et châtir les Goths. Au printemps 395, il se mit en marche à la tête d'une immense armée vers les Balkans. Il rattrapa Alaric et son armée en Thessalie et l'encercla. La victoire semblait proche, et à ce moment précis, un ordre arriva de Constantinople, de l'empereur Arcadius, mais en réalité de Rufin. Cesser immédiatement les hostilités, renvoyer les légions orientales à Constantinople, et lui-même, avec l'armée occidentale, retourner en Italie. C'était un coup de poignard dans le dos. Rufin, manifestement, craignait que Stylicon, après avoir écrasé Alaric, n'entre à Constantinople en triomphateur et ne le prive du pouvoir. Il préféra s'entendre avec les Goths plutôt que de permettre le renforcement de son rival. Stylicon se trouva devant un choix des plus difficiles. Il pouvait désobéir à l'ordre, écraser Alaric et marcher sur Constantinople, déclenchant une guerre civile. Mais il choisit une autre voie. Il obéit. Il arrêta l'offensive, laissant Alaric s'échapper du piège et donna l'ordre aux légions orientales de retourner dans la capitale. Il rendit les légions, mais à leur tête il plaça son homme, un Goth nommé Gainas. Et lorsque les troupes orientales approchèrent de Constantinople, l'empereur Arcadius et Rufin sortirent à leur rencontre. Au moment où Rufin, rayonnant de joie, passait les troupes en revue, les soldats, à un signal convenu, l'entourèrent et le taillèrent en pièces. La tête du préfet fut plantée sur une pique et promenée avec des moqueries dans les rues de la capitale. Sa main coupée, tendue dans une avidité éternelle, fut montrée dans les maisons des riches pour leur extorquer de l'argent. Cet assassinat fut-il organisé par Stylicon? Il n'y a pas de preuves directes,
mais presque tous les contemporains et historiens en étaient convaincus. Il s'était débarrassé de son principal ennemi par des mains étrangères. Mais s'il espérait qu'après la mort de Rufine, Constantinople tomberait à ses pieds, il se trompa lourdement. Le pouvoir dans la capitale fut immédiatement repris par un nouveau favori, l'eunuque Eutrope, qui dirigeait la chambre impériale. Cet ancien esclave, laid et vaniteux, se révéla un adversaire de Stilicone encore plus acharné que Rufin. Il déclara immédiatement Stilicone ennemi de l'État. Le Sénat d'Orient confisqua tous ses biens sur le territoire de l'Empire oriental. Le fossé entre les deux moitiés du monde romain se creusa encore davantage. Et pendant ce temps, Alaric, libéré du piège par Stilicone, ne perdit pas de temps. Il mena ses Goths vers le sud dans la très riche province d'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce. Il passa les Thermopyles sans combat, pilla Athènes, qui se racheta par un énorme tribut, incendia Éleusis, détruisit Corinthe, Argos et Sparte. Les anciens centres de la civilisation hellénique furent réduits en ruines fumantes. Eutrope et son gouvernement étaient impuissants, et de nouveau, le seul espoir restait Stilicone. En 397, bien qu'il ait été déclaré ennemi, Stilicone rassembla de nouveau une armée et passa en Grèce par la mer. Il débarqua dans le Péloponnèse et de nouveau, comme 2 ans auparavant, il coinça Alaric dans un piège, cette fois dans les montagnes de Pholoé, et de nouveau, l'inexplicable se produisit. Au moment où les Goths, souffrant de la faim et de la soif, étaient prêts à se rendre, Stilicone laissa de nouveau Alaric s'échapper. Le chef goth et son armée percèrent l'encerclement, traversèrent le golfe de Corinthe et se retirèrent en Épire. Ce deuxième cas suscita encore plus de soupçons. Les ennemis de Stilicone à Rome et à Constantinople crièrent à l'unisson à la trahison. Lui, le Vandal, épargnait délibérément le Goth Alaric. Ce sont des barbares, ils sont de connivence. La cour de Constantinople se hâta de légaliser sa défaite. Eutrope conclut la paix avec Alaric, lui donna le titre de maître de la milice d'Illyrie et le lança de fait contre l'Empire d'Occident, car la province contestée d'Illyrie était une pomme de discorde entre les deux cours. L'héritage divisé de Théodose s'était transformé en une hostilité ouverte, et le chef goth Alaric devint le principal instrument de cette lutte fratricide. Stilicone avait gagné 2 campagnes, mais perdu la guerre politique, et l'ombre du soupçon de trahison le poursuivra désormais jusqu'à la fin. Tandis que Stilicone menait ses campagnes ambiguës contre Alaric dans les Balkans, une nouvelle menace, non moins sérieuse, se préparait sur le flanc sud de l'Empire. Sa source était l'Afrique, à savoir la province romaine qui couvrait les territoires de la Tunisie et du nord de l'Algérie actuelle. Cette province était vitale pour Rome et l'Italie. Elle était le principal grenier, le principal fournisseur de céréales qui nourrissait la population de plusieurs milliers d'habitants de la ville éternelle. Le contrôle du blé africain était le contrôle de Rome même. Quiconque pouvait interrompre ce flux tenait un poignard sur la gorge de la capitale. Et un tel homme se trouva. Il s'appelait Gildon. Il était d'origine maure, fils d'un roitelet local passé au service de Rome. Pour ses services, il avait été nommé comte d'Afrique, c'est-à-dire gouverneur militaire de la province. Gildon était un homme autoritaire, riche et ambitieux. Après la mort de Théodose et le partage de l'Empire, il décida, comme beaucoup d'autres, de jouer sur les contradictions entre les deux cours. En 397, incité depuis Constantinople par l'eunuque Eutrope, Gildon se révolta. Il ne se proclama pas empereur, il fit quelque chose de plus rusé. Il déclara que désormais, la province d'Afrique passait de la suzeraineté de l'empereur d'Occident Honorius à celle de l'empereur d'Orient Arcadius. Et surtout, il cessa les livraisons de céréales à Rome. Ce fut une catastrophe. La famine commença immédiatement à Rome. Des foules affamées descendirent dans les rues, réclamant du pain et la tête de Stilicone, que l'on accusait, comme toujours, de tous les maux.
La situation était critique. Une expédition militaire en Afrique était risquée. Stilicone n'avait pas assez de troupes pour les envoyer outre-mer, car les meilleures légions étaient nécessaires pour défendre l'Italie contre Alaric. De plus, une opération navale en hiver était extrêmement dangereuse. Mais il ne fallait pas tarder, et Stilicone prit une décision extraordinaire. Au lieu d'envoyer en Afrique une grande armée, il paria sur un conflit interne au sein de la famille de Gildon lui-même. Le comte rebelle avait un frère nommé Massézel, avec qui il était en inimitié mortelle. Gildon avait tué les 2 fils de Massézel. Ce dernier, pour sauver sa vie, s'enfuit d'Afrique et trouva refuge à la cour d'Honorius à Mediolanum. Stilicone décida d'utiliser sa soif de vengeance. Il plaça Massézel à la tête d'un petit corps expéditionnaire. C'était une aventure, car l'armée ne comptait que quelques milliers de vétérans gaulois. Mais Stilicone comptait sur le fait que le nom du représentant légitime de l'empereur et la haine de la population locale pour la tyrannie de Gildon feraient leur effet. Le Sénat romain, saisi de panique, déclara entre-temps Gildon ennemi public. Pour encourager les Romains, Stilicone organisa des livraisons d'urgence de céréales depuis la Gaule et l'Hispanie. C'étaient des mesures temporaires, mais elles permirent d'apaiser la vague d'émeutes de la faim. Au printemps 398, la flotte de Massézel partit pour l'Afrique, et le calcul de Stilicone se justifia pleinement. Gildon mena contre lui une immense armée de 70 000 hommes, composée de Maures et de provinciaux romains. Mais cette armée n'était pas fiable. Comme le raconte l'historien Orose, lorsque Massézel s'approcha du porte-étendard ennemi et lui frappa la main, le forçant à abaisser l'étendard, toute l'armée interpréta cela comme un signe de reddition. L'armée de Gildon se dispersa presque sans combat. Lui-même tenta de s'enfuir par bateau, mais fut rejeté sur la côte et, pour ne pas être fait prisonnier, se suicida. La victoire fut totale et presque sans effusion de sang. Les livraisons de céréales à Rome reprirent immédiatement. Stilicone avait de nouveau sauvé l'Italie, mais l'histoire eut une suite tragique. Massézel, le vainqueur de Gildon, revenait en Italie en triomphe. Cependant, sa popularité et son ambition possible suscitèrent les soupçons de Stilicone. Lors de la traversée d'un pont, Massézel tomba accidentellement dans une rivière et se noya. Presque tous les contemporains étaient persuadés que cette chute avait été organisée par Stilicone, qui, selon son habitude, ne tolérait pas de rivaux potentiels. La pacification de l'Afrique renforça le pouvoir de Stilicone en Occident. Il était de nouveau le sauveur de Rome. Pour affermir encore davantage sa position, il organisa le mariage de sa fille aînée, Maria, avec l'empereur Honorius, âgé de 14 ans. Le mariage eut lieu en 398. Désormais, Stilicone n'était plus seulement régent et tuteur, il était le beau-père de l'empereur. Son pouvoir semblait avoir atteint son apogée. Il était maître des 2 milices, beau-père de l'empereur. Ses descendants faisaient partie de la dynastie régnante. À Constantinople, à la même époque, son ennemi, l'eunuque Eutrope, fut renversé et exécuté à la suite des intrigues de Gainas et de l'impératrice Eudoxie. Il semblait que tous les ennemis étaient vaincus et que la position de Stilicone était inébranlable. Mais c'était le calme avant une nouvelle tempête, encore plus terrible. Car Alaric, ayant conclu sa paix forcée avec l'Orient, tournait maintenant son regard vers l'Italie, sans défense et riche. À l'automne 401, Alaric et ses Wisigoths, poussés soit par les intrigues de Constantinople, soit par leur propre faim et leur soif de butin, se mirent en marche depuis les Balkans vers l'ouest. Leur but était l'Italie. Pour la première fois depuis Hannibal, une armée ennemie traversait les cols enneigés des Alpes juliennes, descendant dans les plaines fertiles du nord de l'Italie. Pour les habitants de l'Italie, ce fut un choc. Ils n'étaient plus habitués à la guerre sur leur propre territoire. Pendant des siècles, les légions avaient combattu sur des frontières lointaines, sur le Rhin, le Danube, en Perse. Et maintenant, la guerre venait chez eux.
Les villes du nord de l'Italie étaient mal fortifiées. La panique s'empara du pays. Les habitants abandonnaient leurs maisons et fuyaient, encombrant les routes et répandant des rumeurs terribles sur la cruauté des Goths. La cour impériale, qui se trouvait à Mediolanum, l'actuel Milan, était également en panique. Honorius lui-même, jeune homme lâche et efféminé, ne songeait qu'à fuir en Gaule, lieu sûr. À ce moment critique, tout l'espoir reposait sur un seul homme, Stilicho. Mais, par une ironie du sort, il était loin. Il se trouvait en Rhétie et en Aurique, qui correspondent à la Suisse et à l'Autriche actuelle, où il repoussait les raids d'autres tribus barbares, Vandals et Alains. Recevant la nouvelle de l'invasion d'Alaric, il agit avec une rapidité et une énergie incroyables. Il ordonna aux légions qui gardaient la frontière du Rhin de se rendre d'urgence en Italie. Il rappela la Légion de Bretagne. Il enrôla dans son armée des détachements de fédérés barbares, même des Alains qu'il venait de vaincre, laissant la frontière du Rhin pratiquement sans défense, ce qui était une démarche risquée qu'on lui reprochera plus tard. Il se précipita lui-même à la tête d'un petit détachement en hiver, à travers les cols alpins enneigés, jusqu'à Mediolanum pour rassurer l'empereur et organiser la défense. Son apparition dans la capitale empêcha la fuite de la cour. Il persuada Honorius de rester et promit d'écraser les Goths. Rassemblant toutes les forces possibles, Stilicho traversa de nouveau les Alpes pour rejoindre ses légions venant de Gaule et de Germanie. Pendant ce temps, Alaric, ne rencontrant aucune résistance, assiégea Mediolanum. La situation d'Honorius devint désespérée, mais Stilicho était déjà en approche. Son retour rapide avec une armée prit Alaric par surprise. Le chef goth fut contraint de lever le siège de la capitale et de se retirer vers l'ouest, vers la ville de Pollentia. Il voulait percer en Gaule, mais Stilicho lui barra la route. La veille de Pâques, le 6 avril 402, eut lieu la bataille décisive près des murs de Pollentia. Stilicho, sachant que les Goths ariens célébreraient la grande fête chrétienne, décida de les attaquer ce jour-là précisément. L'attaque fut soudaine. La cavalerie romaine, sous le commandement du barbare Alain Saül, renversa la cavalerie goth. Saül lui-même, combattant au premier rang, périt. Mais son attaque décida de l'issue de la bataille. Le camp goth fut pris. Entre les mains des Romains tombèrent tout le butin pillé par les Goths en Grèce et en Italie, et surtout l'épouse et les enfants d'Alaric lui-même. Cependant, l'infanterie goth, sous le commandement personnel d'Alaric, ne fut pas brisée. Ils se battirent désespérément et réussirent à se retirer en ordre du champ de bataille. La bataille de Pollentia fut une victoire pour Stilicho, mais pas complète. Alaric et le noyau de son armée avaient survécu. Stilicho, une fois de plus, ne chercha pas à anéantir l'ennemi. Au lieu de cela, il entama des négociations avec Alaric. Il lui proposa un accord. Il lui rendrait les prisonniers et permettrait au reste de l'armée goth de quitter librement l'Italie, à condition qu'il ne revienne jamais. Alaric accepta. Cette décision suscita de nouveau une vague de critiques. Pourquoi l'avait-il laissé partir ? Pourquoi ne l'avait-il pas anéanti une fois pour toutes? Le panégyriste de Stilicho, le poète Claudien, expliquait cela par l'humanité et la clémence de son patron. Ses ennemis murmuraient la trahison. L'explication la plus probable, comme toujours, réside dans le pragmatisme. L'armée de Stilicho avait également subi de lourdes pertes. Il n'était pas sûr d'une victoire totale, et surtout, il voyait toujours en Alaric et ses Goths une ressource militaire précieuse qu'il espérait utiliser à ses propres fins à l'avenir. Mais Alaric ne tint pas parole. En se retirant d'Italie, il s'empara soudainement de la ville de Vérone. Il avait violé le traité. Stilicho, furieux de cette trahison, l'attaqua de nouveau. À la bataille de Vérone, les Goths subirent une défaite encore plus écrasante. Cette fois, Stilicho les enferma dans les montagnes, leur coupant toutes les voies de retraite. Et de nouveau, au tout dernier moment, il laissa Alaric s'échapper, cette fois avec une simple poignée de garde du corps. L'invasion était repoussée.
L'Italie était sauvée. Stilicone retourna à Rome en triomphateur. En 404, un grand triomphe fut organisé dans la ville éternelle en l'honneur des victoires sur les Goths, le dernier triomphe que la Rome antique ait jamais vu. Ce fut un spectacle majestueux mais en même temps mélancolique. Stilicon et Honorius parcouraient sur un char doré la voie sacrée jusqu'au Capitole, passant devant des temples et des forums qui avaient été témoins de centaines de triomphes similaires sur des peuples conquis. La foule jubilait, mais une sensation de fin d'époque flottait dans l'air. Tout le monde comprenait que cette victoire n'avait pas ramené les temps anciens. Ce n'était qu'un succès temporaire, une tentative désespérée de faire comme si la ville éternelle était encore toute puissante, alors que ses frontières se fissuraient de toutes parts. L'une des conséquences de l'invasion d'Alaric fut le transfert de la capitale de l'Empire d'Occident. Mediolanum avait montré sa vulnérabilité. La nouvelle capitale devint Ravenne, une ville entourée de marais infranchissables et ayant un accès direct à la mer, ce qui permettait de fuir à Constantinople en cas de danger. Ce transfert était symbolique. Rome se coupait de plus en plus du monde, se cachant derrière des murs et des marais, comptant non pas sur ses légions, mais sur l'inviolabilité de ses refuges. Et pendant ce temps, aux frontières nord, laissées sans défense, se rassemblait une nouvelle horde, encore plus terrible. La victoire sur Alaric ne donna à l'Italie qu'un court répit. En 405, une nouvelle horde, d'une puissance et d'une cruauté sans précédent, déferla sur l'Italie. Elle était dirigée par un chef nommé Radagès. Contrairement à Alaric, qui était un chrétien arien et se considérait dans une certaine mesure comme faisant partie du monde romain, Radagès était un païen fervent. Les auteurs chrétiens comme Orose et Augustin le décrivent comme le plus sauvage et le plus sanguinaire de tous les barbares. Il adorait les anciens dieux germaniques de la guerre et leur offrait des sacrifices humains. Il avait juré de sacrifier aux dieux toute la noblesse romaine et de brûler la ville de Rome jusqu'aux fondations. Ce n'était pas une simple campagne de conquête, c'était une guerre idéologique. Aux yeux des Romains, c'était la campagne du chaos lui-même contre l'ordre, de la sauvagerie primitive contre la civilisation. Sous ces bannières s'était rassemblée une immense horde multiethnique. Les sources citent des chiffres fantastiques, comme 200 000 ou même 400 000 guerriers, sans compter les femmes et les enfants. Il est très probable que ces chiffres soient exagérés, mais il ne fait aucun doute que ce fut l'une des plus grandes invasions barbares de l'histoire. Cette horde comprenait des Goths, des Vandales, des Alains, des Burgondes, toutes ces tribus qui se partageront plus tard l'Empire romain d'Occident. Cette horde, telle une nuée de sauterelles, traversa les provinces du Nord et, ne rencontrant aucune résistance, déferla sur l'Italie. De nouveau, le pays fut saisi d'horreur, encore plus grande que sous Alaric. Il semblait que la fin du monde était arrivée. Les païens à Rome jubilaient, disant que les dieux punissaient Rome pour avoir abandonné l'ancienne foi. Les chrétiens priaient pour un miracle. La cour de Ravenne était paralysée par la peur, et de nouveau, tous les regards se tournèrent vers Stilicon. La situation était désespérée. Stilicone n'avait pas d'armée pour affronter une telle horde. Tout ce qu'il put rassembler, c'était environ 30 légions, ce qui, dans la réalité de l'époque, ne signifiait pas plus de 15 ou 20 000 soldats, auxquels il joignit des détachements de fédérés, à savoir des Alains et des Huns sous le commandement du chef Uldin. Il fut contraint de recourir à des mesures extrêmes et enrôla même des esclaves dans l'armée, leur promettant la liberté. Radagès, pendant ce temps, assiégeait Florence. La ville était sur le point de tomber, mais Stilicone, utilisant sa tactique favorite, n'engagea pas de bataille rangée contre l'immense horde. Au lieu de cela, il encercla le camp de Radagès, installé sur les collines de Fiesole, d'une ligne de fortification. Il enferma les barbares dans leur propre camp, leur coupant toutes les sources de nourriture et d'eau. La famine commença.
L'immense horde ingérable, prise au piège, commença à se dévorer elle-même. Après plusieurs mois de siège, Radagès, poussé au désespoir, fut contraint de se rendre. Il fut capturé et exécuté aux portes de Florence. Son armée, épuisée par la faim, fut soit massacrée, soit vendue en esclavage. Les marchés romains furent inondés d'un si grand nombre d'esclaves que leurs prix chutèrent brutalement. L'Italie était sauvée de la plus terrible menace de son histoire. Stilicone était de nouveau au sommet de sa gloire. On le célébrait comme le sauveur de Rome et de toute la civilisation. Mais cette fois encore, sa victoire avait un côté sombre. Les 12 000 meilleurs guerriers de Radagès, il ne les vendit pas en esclavage, mais les enrôla dans sa propre armée. Pour lui, c'était une démarche logique et pragmatique, car il renforçait ses rangs clairsemés avec des combattants expérimentés. Mais, pour ses ennemis à Rome, ce fut la preuve ultime de sa trahison. Lui, le Vandale, épargnait les barbares. Il remplissait l'armée romaine des ennemis d'hier, des païens sauvages qui voulaient brûler Rome. Il se constituait une garde personnelle de barbares pour s'emparer un jour du trône. Ces accusations tombaient sur un terrain fertile. La haine et la suspicion envers Stilicone dans les cercles de la noblesse romaine et à la cour impériale atteignaient leur paroxysme. Et pendant que Stilicone sauvait l'Italie, une catastrophe se produisit au nord, conséquence directe de ses actions. Dans la nuit du 31 décembre 406, profitant du fait que le Rhin, gelé par un grand froid, s'était transformé en un pont de glace et que la frontière était complètement dégarnie d'immenses masses de tribus barbares, à savoir des Vandales, des Alains et des Suèves, firent irruption en Gaule. C'était la fin. La frontière romaine sur le Rhin, qui tenait depuis 400 ans, s'effondra et ne fut plus jamais rétablie. Ce n'était pas une simple brèche que l'on pouvait colmater. C'était la rupture d'une digue. Les provinces de Gaule, qui avaient été pendant des siècles le cœur de la romanisation en Occident, étaient maintenant submergées par un déluge dont elles n'allaient jamais se remettre. Les barbares déferlèrent en un flot irrésistible sur la province sans défense, pillant, incendiant et tuant tout sur leur passage. Après la Gaule tombera l'Hispanie, puis l'Afrique. C'était le début de la fin de l'Empire romain d'Occident. Stilicone, peut-être, ne réalisa pas immédiatement toute l'ampleur de la catastrophe. Toute son attention était tournée vers un autre plan qui, pensait-il, devait renforcer son pouvoir et résoudre de vieux problèmes. Ce plan était lié à l'Illyrie et à son vieil ennemi allié Alaric. Et c'est précisément ce plan qui lui sera fatal. Après l'écrasement de Radagès, Stilicone aurait dû, semblait-il, jeter toutes ses forces dans la défense de la Gaule. Mais au lieu de cela, il était obsédé par une autre idée qui occupait son esprit depuis longtemps, l'annexion à l'Empire d'Occident de la préfecture d'Illyrie. L'Illyrie, qui représentait la partie occidentale des Balkans, était un territoire contesté, revendiqué à la fois par Médiolanum et par Constantinople. Pour Stilicone, le contrôle de cette province avait une importance stratégique énorme. Premièrement, c'était une source inépuisable des meilleurs recrues pour l'armée romaine. Deuxièmement, cela créerait une zone tampon entre l'Italie et l'Empire d'Orient. Et pour la réalisation de ce plan, il avait un instrument idéal, Alaric. Le chef goth et son armée se trouvaient précisément en Épire, à la frontière de l'Illyrie. Stilicone décida de transformer son ennemi en allié. Il entama des négociations secrètes avec Alaric. Le plan était le suivant. Stilicone nommerait Alaric maître de la milice d'Illyrie au nom de l'Empire d'Occident. Ensuite, leurs forces combinées devaient envahir cette province et la reconquérir sur l'Empire d'Orient. De fait, Stilicone engageait Alaric pour mener une guerre contre un autre État romain. C'était une politique extrêmement risquée et aventureuse. Elle signifiait une rupture définitive avec Constantinople. En 407, Stilicone força le Sénat romain à approuver ses plans. Les sénateurs, le haïssant et le craignant, n'osèrent pas s'y opposer.
Stylicon lui-même se rendit avec son armée à Ravenne pour être plus proche du théâtre des opérations. Il attendait des nouvelles d'Alaric. Mais tout tourna mal. À Constantinople, l'empereur Arcadius mourut. Son héritier était son jeune fils, Théodose II. Cela changeait toute la situation politique. Une guerre contre un empire dirigé par un enfant aurait très mauvaise presse. De plus, des nouvelles terribles arrivèrent de Vaatès-Trinvers de Bretagne. Les légions locales, abandonnées à leur sort, s'étaient révoltées et avaient proclamé leur propre empereur, entré dans l'histoire sous le nom de Constantin II. Cet usurpateur, avec son armée, passa en Gaule pour combattre les hordes de barbares et prit rapidement le contrôle d'une grande partie de la province. Stylicon se retrouva piégé. Il ne pouvait pas mener une guerre sur deux fronts, contre Constantin III en Gaule et contre l'Empire d'Orient dans les Balkans. L'aventure illyrienne dut être reportée, et c'est là qu'Alaric entra en scène. Il avait dépensé beaucoup de temps et d'argent à rassembler une armée pour une campagne qui n'eut jamais lieu, et maintenant, il exigeait une compensation. Ses exigences étaient énormes, 4000 livres, soit environ 1 tonne 300 d'or pour les dépenses engagées. C'était une forme déguisée de chantage. Il menaçait, si on ne le payait pas, d'envahir à nouveau l'Italie. Stylicon fut contraint d'accepter. Au début de 408, il se rendit à Rome et exigea du Sénat qu'il alloue cette somme énorme. Pour les sénateurs, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La haine de l'aristocratie romaine pour Stylicon avait des racines matérielles plus profondes que la simple xénophobie. Il avait concentré entre ses mains le pouvoir militaire suprême, devenant commandant en chef à vie des deux armées, d'infanterie et de cavalerie. Traditionnellement, ces postes étaient le sommet de la carrière des plus nobles aristocrates romains. Stylicon, un étranger, leur avait fermé cette voie. De plus, en contrôlant l'armée, il contrôlait d'énormes budgets de l'État, les nominations aux postes de commandement et surtout l'accès à l'empereur. La vieille noblesse sénatoriale, habituée à influencer la politique par des relations personnelles et des intrigues, se retrouva mise à l'écart. Pour eux, Stylicon n'était pas seulement un parvenu barbare, il était un usurpateur de leurs privilèges et de leurs pouvoirs ancestraux. À leurs yeux, sa chute n'était pas seulement l'élimination d'un traître, mais la restauration de l'ordre naturel des choses. L'atmosphère dans la curie devait être chauffée à blanc par une rage impuissante. Ils finançaient un ennemi qui avait 2 fois ravagé leurs terres, et pour cela, ils devaient arracher l'or des statues de leurs dieux. Pour beaucoup, ce n'était plus de la politique, mais un sacrilège, orchestré par un barbare. Mais sous le regard glacial de Stylicon et en présence de ses soldats, le Sénat, grinçant des dents, vota l'allocation des fonds. L'accord avec Alaric fut son erreur fatale. Il donna à ses ennemis leur arme principale. Toutes les rumeurs et les soupçons semblaient maintenant confirmés. Il paye avec l'or romain l'ennemi de Rome. Il est de mèche avec les Goths. Il veut faire venir Alaric en Italie pour, avec son aide, renverser Honorius et placer sur le trône son propre fils, Eucherius. Autour de l'empereur Honorius à Ravenne, une toile de conspiration commença à se tisser. À sa tête se trouvait un homme de basse extraction mais de grande ambition, le maître des offices, c'est-à-dire le chef de la chancellerie impériale nommé Olympius. Olympius était un maître de la parole empoisonnée. Il ne se contentait pas de calomnier. Il tissait habilement la vérité avec le mensonge. Il utilisait des faits réels et incontestables, comme l'accord de Stylicon avec Alaric, son origine vandale, la percée des barbares sur le Rhin, son recrutement constant de Germains dans l'armée, et leur donnait un sens sinistre. Il chuchotait aux oreilles non seulement de l'empereur, mais aussi des commandants des légions romaines, jouant sur leur jalousie professionnelle envers les chefs militaires barbares qui obtenaient les meilleurs postes, et sur leur aversion ethnique. Il les persuadait que Stylicon sacrifiait délibérément les soldats romains pour élever ses compatriotes. Il créa une atmosphère de méfiance totale, où chaque victoire de Stylicon apparaissait comme une partie d'un plan perfide.
et chaque échec comme la preuve de sa trahison. Honorius, qui avait passé toute sa vie dans l'ombre de son puissant beau-père, qu'il craignait et jalousait à la fois, crut facilement à cette calomnie. Le terrain pour la chute du Titan était prêt. Il ne restait plus qu'à frapper, et une occasion propice se présenta à l'été 408, lorsque l'armée, rassemblée pour la campagne de Gaule, campa dans la ville de Ticinum, l'actuel Pavie. Été 408, l'empereur Honorius, accompagné d'Olympius, arriva au camp militaire de Ticinum pour s'adresser aux troupes avant leur départ pour la Gaule. Stilicone n'était pas avec lui. Il était resté à Bologne, s'occupant d'autres affaires, ou peut-être avait-il été délibérément éloigné de l'armée. C'est là, à Ticinum, que les conspirateurs frappèrent Satumd. Le 13 août, après un discours formel de l'empereur, prononcé depuis une haute tribune, alors que les dignitaires et les commandants s'étaient rassemblés à ses pieds, Olympius donna un signal convenu, et le massacre commença. Les soldats, principalement d'origine romaine et qui murmuraient depuis longtemps contre la prépondérance des barbares dans l'armée, se jetèrent sur les fonctionnaires et les officiers qui ne se doutaient de rien. Ce ne fut pas une bagarre chaotique, mais une liquidation ciblée. Parmi les premiers tombèrent les préfets du prétoire de Gaule et d'Italie. Le maître de la cavalerie et le maître de l'infanterie furent tués. C'était une décapitation systématique de l'appareil d'État et du commandement militaire fidèle à Stilicon. La ville fut pillée. Honorius lui-même, effrayé par l'ampleur du massacre qu'il avait lui-même sanctionné, se cacha dans le palais. Apprenant cette mutinerie, Stilicone, qui se trouvait à Bologne, convoqua immédiatement un conseil de guerre des chefs militaires barbares qui lui étaient dévoués. Parmi eux se trouvèrent des Goths, des Huns, des Alains. Ils étaient furieux. Ils exigeaient de marcher immédiatement sur Ticinum et de châtier les mutins, de sauver l'empereur, qu'ils croyaient otage. Et c'est là que Stilicone prit sa dernière, la plus controversée et peut-être la plus noble décision. Il leur interdit de marcher. Ils croyaient encore à la légalité, à l'idée même de l'Empire romain. Ils ne pouvaient pas prendre les armes contre les légions romaines et l'empereur, même si celui-ci était une marionnette entre les mains des conspirateurs. Il craignait que si son armée barbare affrontait l'armée romaine, cela ne dégénère en une guerre civile et ethnique à grande échelle qui anéantirait définitivement l'Empire. Il hésita. Cette indécision le perdit. Pendant qu'il réfléchissait, l'un de ses généraux goths, Sarus, un ennemi personnel de longue date de Stilicone, passa du côté des mutins et attaqua le camp de Stilicone. Ses fidèles troupes barbares, voyant que leur chef ne voulait pas se battre pour sa propre vie, se dispersèrent. Resté pratiquement seul, Stilicone s'enfuit à Ravenne, la dernière capitale, espérant y trouver justice ou protection. Il se réfugia dans une église, cherchant asile auprès de l'autel, mais son sort était déjà scellé. Un détachement de soldats arriva à Ravenne, dirigé par le comte Héraclien, un homme d'Olympius. D'abord, ils tentèrent de le faire sortir de l'église par la ruse, en lui lisant un ordre d'arrestation. Mais lorsque Stilicone, comprenant le désespoir de sa situation et ne voulant pas profaner le lieu saint par une effusion de sang, sortit à leur rencontre, une condamnation à mort lui fut immédiatement lue. Le 22 août 408, Flavius Stilicho, maître des deux milices, beau-père de l'empereur, sauveur de l'Italie, fut décapité. Sa mort devint le signal d'un massacre général. Dans toute l'Italie, des pogroms commencèrent. Des foules de Romains, chauffés à blanc par la propagande d'Olympius, attaquèrent les familles. Les cas des écoles. Barbares, se soustèrent dans l'armée de Stilicone. Leurs femmes et leurs enfants furent tués, leurs biens pillés. Ce massacre fut une erreur stratégique monstrueuse. Ce n'était pas un simple acte de cruauté, mais une violation directe du traité sur lequel reposait tout le système des fédérés. Rome montra qu'on ne pouvait plus faire confiance à sa parole et que même les familles des guerriers qui versaient leur sang pour elle n'étaient pas en sécurité. Pour les 30 000 guerriers goths,
Alains et Huns, qui constituaient l'élite et la partie la plus combative de l'armée d'Italie, ce fut un signal. Leur loyauté n'était pas envers l'idée abstraite de Rome, mais envers leur chef Stilicone et envers le traité qui garantissait la sécurité de leurs proches. Lorsque Rome viola ces deux serments, en tuant leur chef et en massacrant leur famille, leur loyauté s'évapora instantanément. Ils ne désertèrent pas seulement, ils passèrent en masse par détachements entiers, avec armes et bannières, de l'autre côté des Alpes et prêtèrent serment de fidélité au seul homme qui pouvait diriger leur soif de vengeance, Alaric. De fait, le gouvernement d'Honorius livrait de ses propres mains à l'ennemi toute une armée, expérimentée, aguerrie et brûlant de haine. La chute du géant était consommée. Le bouclier qui avait si longtemps protégé l'Italie était brisé. Et maintenant, il n'y avait plus personne pour arrêter l'avalanche qui approchait. Les conséquences du meurtre de Stilicone furent rapides et catastrophiques. Aveuglé par la xénophobie et les intrigues, le gouvernement d'Honorius et d'Olympius avait anéanti son seul général talentueux et poussé dans les bras de l'ennemi 30 000 de ses meilleurs soldats. C'était un suicide. Alaric, dont l'armée s'était maintenant grossie des vétérans de Stilicone avide de vengeance, obtint ce qu'il avait toujours voulu, un prétexte et une opportunité. À l'automne de cette même année 408, quelques mois seulement après l'exécution de son grand adversaire, il traversa sans encombre les Alpes et marcha directement sur Rome. Personne ne sortit à sa rencontre. L'armée d'Occident était décapitée et démoralisée. Alaric assiégea la ville éternelle à 3 reprises. Lors du premier siège, il le leva contre une énorme rançon qui comprenait tout l'or, l'argent, les soies et même le poivre. Rome fut humiliée et pillée, mais survécut. Mais le gouvernement de Ravenne, réfugié derrière ses marais, refusait de mener des négociations raisonnables avec Alaric. Et alors, le 24 août 410, l'impensable se produisit. Un événement qui secoua tout le monde civilisé, de la Bretagne à la Palestine. Des esclaves ouvrirent à Alaric la porte Salaria, et les Goths entrèrent dans Rome. Pour la première fois en 800 ans, depuis les Gaulois de Brennus, la ville éternelle était prise et pillée par un ennemi. Pendant 3 jours, les Goths pillèrent la ville. Ils ne se livrèrent pas à un massacre total, épargnant les églises, mais le simple fait de la chute de Rome fut la fin symbolique d'une époque. La chute de Rome fut également un coup idéologique des plus puissants. Les païens de tout l'Empire déclarèrent immédiatement que c'était le châtiment des dieux pour l'abandon de l'ancienne foi, pour le fait que Rome avait trahi Jupiter et Mars, pour le dieu galiléen. C'est en réponse à ces accusations qu'Augustin écrira son ouvrage sur la cité de Dieu, prouvant que la grandeur de la cité de Dieu ne dépend pas du sort des royaumes terrestres. Ce débat sur les causes de la chute de Rome se poursuivra pendant des siècles, mais à ce moment-là, en 410, pour des millions de personnes, cela ressemblait à la fin du monde. Stilicone en était-il responsable? Ses ennemis l'affirmaient, l'historien païen Zosime, qui le haïssait en tant que chrétien et barbare, l'accuse directement de collusion avec Alaric et d'avoir délibérément affaibli l'Empire. Mais la plupart des historiens modernes, ainsi que certains de ses contemporains, comme le poète Claudien et l'historien chrétien Orose, voient en lui une figure tragique, le dernier défenseur de l'Empire. Son héritage est profondément contradictoire. Il fut, sans aucun doute, un général et un stratège exceptionnel. Il sauva à plusieurs reprises l'Italie d'une mort apparemment inévitable. Mais ses méthodes étaient controversées. Son recours aux fédérés barbares, sa volonté d'enrôler les ennemis d'hier, sa diplomatie secrète avec Alaric, tout cela sapait la confiance en lui et le conduisit finalement à sa perte. Peut-être sa plus grande tragédie résidait-elle dans sa nature double. Il était trop romain pour les barbares et trop barbare pour les Romains. Il croyait sincèrement en la grandeur de Rome et la servit avec foi et loyauté,
Mais l'élite dirigeante ne put jamais l'accepter comme l'un des leurs. Son ascension et sa chute sont une histoire de xénophobie, de la façon dont la peur des étrangers peut pousser une nation à détruire ses défenseurs les plus capables. Aurait-il pu sauver l'Empire? Probablement pas. Les processus de décomposition étaient déjà trop avancés. Mais il aurait certainement pu retarder sa chute de plusieurs décennies. Sa mort brisa le dernier bouclier qui protégeait l'Occident. Après lui, il ne resta personne de sa stature. Une succession d'empereurs faibles et de généraux incompétents ne fit qu'accélérer l'agonie. 68 ans après son exécution, le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident, Romulus Augustule, sera déposé par un autre chef barbare, Odoacre. Le grand empire cessa d'exister. L'histoire de Stilicone est un rappel éternel de la fragilité des civilisations, de la facilité avec laquelle elles peuvent tomber victimes de leurs propres préjugés et de leurs querelles internes. Il était un géant essayant de retenir une avalanche à main nue. Et quand il tomba, l'avalanche balaya tout sur son passage. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a paru intéressante et que vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus passionnantes et dramatiques du passé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. De nombreux voyages étonnants dans le temps nous attendent encore.